Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder de plus près le règlement de consultation. Alors, vous avez sur la page de garde l'acheteur, les coordonnées de l'acheteur. euh, Ici, l'objet du marché, mais en fait plus précisément le type de marché. Donc là, il s'agit en l'occurrence d'un accord cadre. Alors, qu'est-ce qu'un accord cadre? C'est un moyen pour les acheteurs de passer un marché euh, le plus souvent à bon de commande pour donc commander au fur et à mesure de leurs besoins, soit des fournitures ou des prestations sur une ou plusieurs années. En général, les accords cadres se font sur une durée de 3 ans. L'accord cadre peut être mono-attributaire ou multi-attributaire, c'est-à-dire que l'acheteur peut sélectionner euh, un seul prestataire ou plusieurs. Et dans le cas de la sélection de plusieurs prestataires, euh, le- l'ordre d'attribution des commandes sera défini dans le règlement de consultation. Voilà. Donc ici, vous avez de nouveau l'objet qui est repris et surtout la date et l'heure limite de dépôt des offres. Donc je vous conseille, c'est du moins comme ça que je travaille, c'est lors de la première lecture de ne pas perdre de temps et d'utiliser ici la fonction mettre en surbrillance pour pouvoir mettre en avant les éléments importants qui vous aideront dans votre prise de décision et les renseignements, informations qui sont aussi nécessaires pour la suite à donner du dossier. Donc, ici c'était déjà fait, mais ce n'est pas moi qui l'ai surligné. Donc ensuite, ouais, c'est bien déjà de voir la date limite. Est-ce que elle est pas trop proche? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient pour constituer votre réponse? En général, à partir de la date de publication de l'offre, le grand maximum, ça va être, l'échéance va être à 2 mois, hein. En général, c'est souvent 1 mois, voire 6 semaines, mais ça peut aller, j'ai vu jusqu'à 2 mois. Donc vous avez le sommaire, donc des points que ce règlement de consultation va aborder. En général, il est souvent rédigé de la même façon. Donc là, on va passer en revue les points de ce règlement de consultation. Donc vous avez de manière générale l'objet, donc peut-être avec un peu plus de détails quant au lieu exactement, aux natures plus précises de la prestation. Donc là, on dit que voilà, on peut avoir des bâtiments divers et variés, donc bâtis non bâtis, occupés ou non occupés, et ouverts ou non au public, pouvant faire l'objet de festivités ou non. Ici, vous allez avoir trois types de prestations, donc des prestations récurrentes. Donc, pas besoin de répertorier au lancement de la consultation. Voilà, des prestations ponctuelles et des prestations événementielles telles que les marchés de Noël, le marché de Potier, les fêtes de la musique, etc. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Le titulaire s'engage à honorer toute autre demande de prestation événementielle formulée par la ville pendant toute la durée du marché. Cet accord cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations. Il est exécuté au fur et à mesure de l'émission des bons de commande et émis par le pouvoir adjudicateur. Donc là, l'acheteur pose voilà, le décor, je veux dire, vous donne un peu ce à quoi vous pourriez vous attendre en termes de prestations, mais vous pouvez comprendre qu'il ne s'engage pas sur un tel nombre de prestations précises. Voilà. Et enfin, pour les années précédentes, il a eu à organiser telle et telle prestation. Donc c'est ce il vous rapporte un petit peu ces informations et vous dit que voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le marché.
Donc vous avez aussi le lieu où vous voyez que ce sera exclusivement sur la ville de Melun. Donc ça, c'est déjà un élément qu'il faut prendre en compte. Euh, le secteur géographique, voilà. Est-ce que si jamais il y avait des prestations qui se faisaient un petit peu plus loin de mon entreprise, quel impact ces déplacements auraient au niveau économique et surtout ce seront des éléments que j'aurai à prendre en compte lorsque je vais réaliser mon offre de prix. Voilà, ce sera à prendre en compte. Alors le mode de passation, la procédure de passation utilisée est une procédure adaptée ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut y répondre. Elle est soumise aux dispositions des articles de la commande, du Code de la commande publique. Bon, là, je vous passe l'aspect juridique. Un type de contrat. L'accord cadre avec maximum est passé en l'application des articles un tel, il donnera lieu à l'émission de bons de commande. Donc là, je pense que l'acheteur ici s'engage sur un maximum, c'est-à-dire qu'il ne s'engagera pas à vous fournir un minimum de commandes, mais que lorsque vous aurez atteint un certain seuil qui doit être indiqué un peu plus bas, les commandes s'arrêteront. Voilà. Chaque accord cadre sera attribué à un seul opérateur économique. Donc là, on vous dit euh, que vous saurez, si vous obtenez le marché, le seul. Il n'y aura plus de remise en concurrence ou de partage des commandes. Donc là, on va le souligner. On va aussi souligner du coup l'accord cadre avec un maximum. Voilà. Donc là, on arrive à la décomposition des lots. Donc il y a deux lots. Prestations de sécurité, gardiennage de la piscine et prestations de sécurité, gardiennage ponctuel de divers sites manifestations hors piscine. Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre. Donc, si vous postulez aux deux lots, vous aurez deux accords cadres à signer. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. Donc là, oui, effectivement, vous pouvez postuler soit à un des deux lots ou les deux. Il n'y a pas de souci, pas de restriction. Étendue des prestations. Le montant total des prestations pour la durée de l'accord cadre est de. Donc pour le lot 1, ici, vous avez ici 3 périodes. Donc là, on découvre que l'accord cadre est fait pour 3 ans et qu'il y aura 50 000 euros de commande maximum sur chaque année. Pour le lot 2, les montants sont un peu moins élevés, mais en même temps, c'est de la prestation ponctuelle, donc c'est logique. Et donc là, pareil, à peu près 20 000, maximum 20 000 euros par an sur les 3 ans. Donc ça vous donne aussi une idée de la proposition de prix que vous allez pouvoir établir. Nomenclature, donc ça, c'est pas très utile. Classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens. Voilà, service de gardiennage. Si ça peut vous être utile, peut-être lorsque vous cherchez encore vos mots-clés pour vos recherches. Voilà, vous savez que vous pouvez taper ici, mettre les alertes sur service de gardiennage éventuellement. Réalisation des prestations similaires. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire de l'accord cadre, en application des articles. Alors, effectivement, je vous passe l'aspect juridique, mais je mettrai dans la formation un lien où vous pourrez consulter ce code de la commande publique pour vous référer, si besoin, aux articles que vous voyez passer dans la formation. Donc, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire de l'accord cadre, en application des articles, un ou plusieurs nouveaux accords cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Alors ça peut être, c'est intéressant et c'est courant. C'est pas non plus toujours dit noir sur blanc
enfin écrit noir sur blanc sur le règlement de consultation, mais sachez que lorsque vous vous positionnez sur un appel d'offres, vous allez remettre, enfin, on regardera plus tard dans les pièces qui sont demandées, mais souvent ça va être un bordereau de prix. Et éventuellement, on vous demande souvent aussi le catalogue de vos prestations autres que celles demandées dans l'objet du marché. Pourquoi? Tout simplement pour que l'acheteur ait, en cas de besoin sur une autre prestation que celle demandée dans le marché, et vos tarifs, etc., pour pouvoir vous faire appel rapidement à vous en cas de besoin. Ça peut être aussi, ici on voit qu'il y a des montants maximum, c'est-à-dire que il peut très bien aussi vous passer une commande hors marché et donc qui ne comptera pas dans le montant. Donc le double avantage de répondre à un appel d'offres aussi, c'est que effectivement vous positionnez, si vous remportez, c'est parfait, vous avez toutes les commandes, mais en plus vous pouvez avoir des commandes autres en parallèle. Donc ça, c'est si vous vous positionnez sur le marché, mais aussi, attention, si vous n'êtes pas retenu, sachez que si vous êtes arrivé en bonne position, l'acheteur et son équipe de décisionnaire aura eu entre ses mains votre dossier, votre présentation d'entreprise, vos offres, et que effectivement, si le besoin s'en faisait sentir, il pouvait vous consulter directement sans faire appel sans faire appel à la publication et toute la procédure d'un appel d'offres classique, notamment pour toute commande inférieure à 40 000 euros. 40 000 euros, c'est déjà une belle somme, donc voilà, sachez-le. Sachez que effectivement, si on remporte l'appel d'offres, c'est parfait. Si on ne le remporte pas, c'est pas perdu parce que ça contribue aussi à se faire connaître et à se faire référencer auprès des acheteurs et des décisionnaires. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Le renouvellement, donc là on nous dit que c'est un accord cadre renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations. Et donc la date prévisionnelle du prochain avis relatif au renouvellement de ce marché est fixée au 1er mars 2024. Donc voilà, si vous êtes attributaire jusqu'en 2024 et que ce marché peut être renouvelé. Pardon. Conditions de la consultation. Délai de validité des offres. Donc le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception de ces offres. En cas de négociation et si une nouvelle offre est transmise, le délai de validité de cette dernière serait également de 120 jours à compter de la limite des réceptions de la négociation. Donc ça veut dire que vous allez communiquer votre offre de prix, votre catalogue, etc. Et que voilà, vos prix, quoi qu'il se passe, vos prix seront fixes pour une durée de 120 jours. Voilà, donc ça c'est bien de le savoir. Forme juridique du groupement. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas imposer de forme de groupement à l'attributaire de l'accord cadre. Cependant, le pouvoir adjudicateur préconise le groupement conjoint avec mandataire solidaire. Donc ça, c'est une précision. On verra ce qu'est un groupement. Enfin, je peux déjà vous en parler rapidement. Un groupement, c'est si, voilà, dans l'appel d'offres, vous constatez qu'il y a une prestation pour laquelle vous n'êtes pas en mesure de traiter ça correctement ou que la quantité est trop importante et donc vous voulez voilà, faire appel à un partenaire. Voilà, l'acheteur vous dit que c'est autorisé et qu'il préfère des groupements conjoints avec mandataires solidaires. Ça, on verra dans la partie remplissage de formulaire, on verra les tenants et les aboutissants du groupement conjoint avec mandataire solidaire. Mais on peut déjà le surligner
si c'est dans votre intention. Variante. Aucune variante n'est autorisée. C'est-à-dire que ça c'est plutôt pour les appels d'offres dans la construction où on peut apporter son expertise. C'est-à-dire que le dossier est présenté d'une telle manière, l'acheteur demande un chiffrage pour une solution en particulier, mais peut-être que vous, avec votre expertise, et c'est aussi là une possibilité de vous démarquer auprès de la concurrence, c'est-à-dire que lorsque c'est autorisé, vous pouvez suggérer une autre méthode qui serait en plus économique ou plus adaptée au résultat qu'attend l'acheteur. Voilà, donc en l'occurrence ici pour des prestations de surveillance, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais voilà, sachez que ça peut être aussi une façon de se démarquer. Confidentialité et mesures de sécurité. Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité prévues à l'exécution des prestations. L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du cahier des clauses administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces obligations de confidentialité et de sécurité. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, attention, vous allez devoir vous conformer aux règles énoncées de confidentialité et également des mesures de sécurité attendues par l'acheteur. Et il vous dit qu'il a détaillé tout ça dans le cahier des clauses administratives particulières. Donc ça, on le verra tout à l'heure quand on examinera une par une les pièces du dossier de consultation. Conditions relatives au contrat. Durée de contrat ou délai d'exécution. Alors la durée de la période initiale est fixée au CCAP. Donc CCAP, c'est le cahier des clauses administratives particulières. Donc ça, il suffit juste de s'y reporter. On ne va pas le faire tout de suite, on va pas s'éparpiller. On le fera tout à l'heure. Mais vous savez de toute manière qu'il est fixé pour 3 ans. On l'a vu avec les sommes, les montants prévus sur les périodes. Modalité essentielle de financement et de paiement. Les sommes dues aux titulaires ou aux sous-traitants du premier rang éventuel du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures. Donc ça, c'est classique, hein. En général, maximum, c'est le code de la commande publique qui le précise. Les acheteurs ont maximum 30 jours pour vous payer. Donc ça, c'est super pour votre trésorerie. Vous savez que vous êtes quasiment certain d'être payé. Attention tout de même, il faudra bien vous conformer à ce que demande l'acheteur, toujours dans le cahier des clauses administratives particulières. Par exemple, il peut demander c'est fréquent, il va certainement lister tout ce qui doit apparaître sur votre facture. Par exemple, euh, votre adresse, l'adresse du site où a eu lieu les prestations, etc. Vraiment, les choses bien particulières sont des choses courantes, il n'y a pas de piège, mais vous devez vous conformer à ce qu'il demande. L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avant prévu au CCAP, ils doivent le préciser dans l'acte d'engagement. Donc ça aussi, on le verra tout à l'heure quand on remplira les formulaires. Je vous expliquerai ce qu'est l'avance. Voilà. Contenu du dossier de consultation. Alors là, ici, c'est important de regarder et de vérifier que le dossier de consultation comporte bien toutes les pièces énoncées ici. Et vous, très important également de prendre connaissance de toutes ces pièces ici parce que là en fait il vous dit que c'est contractuel,
que vous ne pourrez pas dire par la suite que vous n'avez pas eu telle et telle information. Non. Voilà, il vous dit le contrat, toutes les informations sont contenues dans ces documents. À vous de les consulter, mais surtout de regarder ici que vous ayez bien toutes ces pièces disponibles dans le document de consultation. Et si il en manque une, vous devez d'informer l'acheteur. Voilà, l'acheteur, il peut faire un oubli, une omission ou une erreur. Et on verra aussi un peu plus loin que vous avez la possibilité de communiquer directement via la plateforme avec l'acheteur et de poser vos questions. Euh, et donc ici, de lui faire part d'un oubli ou d'une erreur que vous voyez. Donc là, je vous le montrerai plus tard, mais vous pouvez poser les questions et justement, euh, quand vous aurez téléchargé le dossier en mode identifié, vous aurez les notifications relatives à ces questions ou ces remarques donc de votre part. Donc ça, vous en avez déjà connaissance puisque c'est vous qui faites remonter ces choses-là, mais vous allez avoir accès à toutes les remarques et questions et réponses, surtout euh, des concurrents qui souhaitent se positionner sur cette offre. Bien sûr, anonymement, vous ne pourrez pas identifier la concurrence, mais au moins, voilà, s'il y a des questions, ben, c'est-à-dire qu'il y a des chances qu'il y a d'autres concurrents. Et puis, ça peut être intéressant de consulter tout ça, puisque ça pourra mettre le doigt sur des éléments auxquels vous n'avez pas prêté attention. Voilà. Donc là, il suffit juste de vous reporter dans le dossier de consultation téléchargé, vérifier que vous ayez bien toutes les pièces. Donc l'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement à l'adresse électronique suivante, donc ça on l'a déjà fait. Et on vous dit également qu'il est fortement conseillé de s'inscrire donc sur cette plateforme pour être alerté des éventuelles modifications aux précisions des consultations téléchargées. Donc c'est bien ce que je viens de vous expliquer. Aucune demande d'envoi de DCE sur support physique ou électronique n'est autorisée. Donc voilà, vous devez vous débrouiller pour euh, parvenir par vos propres moyens à télécharger ce dossier. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détails au dossier de consultation, donc là, au plus tard 10 jours avant la date de limite de réception des offres. Ce délai est à compter à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. Donc c'est ce que je disais également. Donc là, on a surligné la date ici, 10 jours avant la date limite. Donc un peu plus tard également dans la formation, je vais vous mettre à disposition un tableau de suivi des offres dans lequel vous allez pouvoir reporter différents renseignements. Et c'est bien tout de suite d'avoir en tête ici cette date-là parce que on a vu ici en page 1 qu'on avait la date limite 12 avril. Donc vous savez que vous vous en déduirez qu'il ne sera pas judicieux de répondre, de déposer votre réponse. Enfin, vous pouvez préparer votre réponse, c'est même vivement conseillé, mais vous ne la déposerez pas avant, 10 jours avant le 2 avril, donc pas avant le 2 avril. Parce que il est possible que l'acheteur modifie certains éléments et donc vous allez devoir voilà, modifier les choses dans votre offre, etc. Donc, et redéposer enfin, refaire la manipulation de dépôt sur la plateforme. Donc voilà, moi je me note dès que j'ai l'information que je peux déposer sereinement ma réponse à partir du 2 avril, même je vais dire le 3 pour être certain. Voilà, donc ça c'est un élément à prendre en compte. Alors revenons ici. Donc si
pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée. La disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. Voilà, donc si jamais la date limite de dépôt initiale vient à être modifiée, les 10 jours seront également modifiés. Donc par exemple, si c'est reporté au 30 avril, la date limite de modification sera donc le 20 avril. Avertissement. Les candidats doivent signaler à la ville de Melun toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguïté qui pourrait déceler dans un des documents du dossier de consultation lié au présent marché. En cas de litige dans le courant du déroulement de la prestation lié à une différence d'interprétation des documents contractuels, c'est l'interprétation de la ville de Melun qui fera foi. Donc ça rejoint aussi ce que je vous expliquais. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une erreur de leur part et voilà, ils seront très heureux d'en prendre connaissance et d'y remédier. Voilà. Présentation des candidatures et offres. Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros, donc ça c'est courant, hein. Sachez que les pays étrangers peuvent répondre aux appels d'offres sur le territoire de la France, hein. Donc c'est important de rappeler. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. Donc voilà, tout doit être en français et en euros. Il est rappelé que la réception des candidatures et offres, tous les échanges avec l'entreprise ainsi que les notifications des décisions seront obligatoirement dématérialisé. Donc tout se fait via la plateforme. Documents à produire. Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes. Donc là c'est toujours par rapport au règlement de la commande publique, du code de la commande publique. Alors, je regarde un peu plus en détail. Donc là, ils attendent les documents suivants. Donc là, on va regarder rapidement si oui ou non on dispose de tous ces éléments pour pouvoir se positionner ou pas sur cet appel d'offres. Après, il y a peut-être des documents dans les listes qu'on ne disposera pas, mais on aura tout à fait le temps de les demander, enfin les obtenir, de les avoir à disposition pour le 12 avril par exemple. Alors, on va vérifier donc surtout c'est la situation juridique de l'entreprise. Donc déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun cas d'interdiction de soumissionner. Et ça on dit oui. Donc ça fait partie de l'un des documents classiques que l'on vous demande pour les appels d'offres en général. Donc soit il y a un modèle de fourni dans le DCE, soit je vous mettrai dans la formation un document type à disposition. Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles du Code du travail. Là, c'est pas demandé, mais là, effectivement, c'est aussi, bon, c'est un peu moins courant, mais c'est aussi un document courant. Je vous mettrai également un modèle en lien dans la formation. La signature électronique n'est pas exigée pour ces deux documents. Le candidat retenu devra transmettre ces derniers en format papier signé en original le cas échéant. Donc là, vous signez juste les documents et ensuite ce sera, si vous êtes attributaire du marché, si vous avez été retenu, il y aura rematérialisation alors on dit rematérialisation des documents et signatures, c'est-à-dire que vous serez convié à aller signer directement les documents face à face voilà, au sein de l'entreprise de l'acheteur. Donc on va demander ici, concernant l'aspect économique de votre entreprise, une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations et objets du contrat réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. Donc ça, c'est courant.
C'est très très courant. Je vous mettrai également un modèle, mais sachez que cette partie-là est systématiquement demandée dans le DC2, qui est un formulaire qu'on va joindre. Donc vous aurez le même tableau à remplir. Ils auront l'information deux fois, mais en tout cas, euh, ils le demandent. Déclaration appropriée des banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Donc ça, c'est votre attestation d'assurance professionnelle. Renseignements concernant les références professionnelles et capacités techniques de l'entreprise. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pour chacun des 3 dernières années. Donc là, c'est pareil, c'est assez courant. C'est souvent aussi demandé dans le mémoire technique ou dans le cadre du mémoire technique. Donc ça, on vous demande là clairement de faire une attestation à part. Donc là également, je vous mettrai un modèle type en lien dans la formation. Liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles peuvent être prouvées par des attestations du destinataire ou à défaut par une déclaration du candidat. Donc là aussi c'est très courant, ça va aussi être, enfin c'est aussi possible que ce soit demandé dans le cadre de réponse ou que vous l'intégrez directement aux mémoires techniques. Donc ça va permettre à l'acheteur de se rassurer sur ce que vous avez déjà fait ces 3 dernières années. Euh, voilà, l'idée c'est qu'il retrouve les prestations qui sont similaires à l'objet du marché. Euh, voilà, ça va juste le rassurer et enfin, c'est aussi ça va faire preuve de vos compétences. Donc, alors les attestations, elles peuvent être prouvées par des attestations du destinataire. Donc, ça c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des attestations des clients. Là, en l'occurrence, c'est pas obligatoire, donc tant mieux. Certificat de qualification ou de qualité demandé au candidat. Donc ici, on est dans un appel d'offres pour des prestations de sécurité et donc enfin, il y a une autorisation enfin, d'exercer, hein, une inscription, euh, une demande d'autorisation préalable. Donc vous devez fournir euh, ce document. Donc après, si c'est pour d'autres secteurs d'activité, voilà, vous devez savoir si vous êtes soumis à, enfin, à autorisation ou autre, et auquel cas il faut fournir le document en question. Donc là, l'attestation, voilà, ça c'est spécifique, pardon, de l'activité de sécurité. Et les attestations de formation pour les maîtres chiens également. Donc là, après, vous pouvez, en fonction de votre secteur d'activité, avoir différentes attestations à fournir, ou par exemple dans le bâtiment, ça va être les attestations Calibat ou RGE, etc. Donc voilà, des documents classiques qui vont prouver ici voilà, vos compétences et vos implications dans vos prestations. Chacun des certificats précipités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par leur organisme dans leur état d'origine. Donc là, pour les entreprises étrangères, pas de traduction nécessaire. Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser le formulaire donc DC1, DC1 lettre de candidature et DC2 déclaration du candidat. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site. Donc là c'est sympa, ils vous mettent les liens. Peut-être même qu'ils vous ont mis un modèle, c'est fréquent aussi dans le dossier de consultation. Sachez que moi aussi je vous les mettrai à disposition euh, dans la formation parce que alors DC1 et DC2, ce sont des documents types que vous allez avoir besoin pour toutes vos réponses aux appels d'offres. Voilà. Alors, on nous parlait ici du DUM. Vous pouvez éventuellement utiliser le DUM. Moi,
Personnellement, jusque-là, je ne l'utilise pas pour le moment. On pourra peut-être le voir dans un prochain module, peut-être de la formation, mais pour l'instant, on va se concentrer sur la méthode classique. En cas de groupement, dans le cas où le soumissionnaire fera une offre sous la forme d'un groupement conjoint ou solidaire, les pièces administratives et techniques décrites ci-dessus concernent chaque membre du groupe et devront être fournies. En outre, la lettre de candidature, donc le formulaire dûment complété, emploi au formulaire d'essai équivalent, sera jointe lorsque le mandataire sera habilité par les membres du groupement à présenter. Donc ça, on le verra lors de la constitution du dossier. Mais effectivement, lorsque des justificatifs sont demandés, si vous êtes enfin voilà, si vous présentez avec plusieurs entreprises ou un sous-traitant même, chaque partenaire devra vous fournir les mêmes documents. Donc là, c'est ce qu'on dit ici, hein, en cas de sous-traitance, etc. On justifie également des mêmes choses. Informations sur le traitement des données. Les informations, voilà, ça c'est le RGPD, hein. C'est classique. Alors ici, les pièces de l'offre. En général, quand on répond à un appel d'offres, la réponse se fait, on parle encore d'enveloppe. Il y a deux enveloppes, on constitue deux enveloppes. Donc, offre candidature, où on va donner tous les éléments. En fait, ça va être, c'est ce qui a été ici détaillé. Candidature et des offres. Pièce de la candidature. Voilà. Donc ça va être, et d'ailleurs on peut le faire aussi, on va numéroter ici les pièces qui doivent être contenues dans l'enveloppe candidature. Donc ici, oui, l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4, l'élément 5 et l'élément 6. Pardon. Et ici, on continue 7, 8 et 9. Donc de cette manière, vous avez une vision globale sur ce que va comprendre votre réponse, votre enveloppe candidature. Vous savez maintenant que vous devez rassembler ces 9 documents et que ces 9 documents devront être bien mis dans votre partie candidature. Maintenant, on revient à la pièce de l'offre, donc c'est la seconde enveloppe. Donc ça, c'est tout ce qui va comprendre votre offre de prix, votre mémoire technique si c'est demandé, vraiment la proposition commerciale, voilà, tout ce qui va être chiffré et technique. Donc là, pareil, l'acte d'engagement et ses annexes. Donc là, on va aller chercher toutes les pièces dans le dossier de consultation. Donc là, c'est pareil, on peut également énumérer les pièces. Vous allez devoir mettre en deuxième position le bordereau de prix. En troisième, le détail quantitatif et estimatif. La liste du personnel qui effectuera les prestations et copie de leur qualification. Donc là, ça va être vraiment adapté. C'est vraiment la liste de personnes précises que vous allez mettre à disposition dans le cadre de l'exécution de ce marché-là.
Et ici, le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat. Donc ça va être les détails techniques. Donc maintenant, vous savez que dans la pièce, dans l'enveloppe offre, vous avez ces 5 éléments à y faire figurer en fait. Alors maintenant, on va aller quand même regarder ce que contient le dossier de consultation, voir si on a rapidement, enfin facilement, tous les éléments demandés en fait. Donc on a la liste des pièces, le règlement, le CCAP dont on nous parlait tout à l'heure avec une annexe, le CCTP, l'acte, donc là c'est tout ce qui est technique, hein, là c'est le cahier des charges administratives, là c'est le cahier des charges techniques, l'acte d'engagement pour le lot 1, on a l'acte d'engagement pour le lot 2, donc on a également les 2 bordereaux de prix demandés pour le lot 1, pour le lot 2. On a le mémoire justificatif donc du lot 1 et du lot 2. Donc là, c'est en réalité, on va cliquer dessus, mais c'est de plus en plus courant. On verra, on n'a pas encore terminé la lecture du règlement de consultation, mais en général maintenant, il est fourni de plus en plus fréquemment ce qu'on appelle un cadre de mémoire de réponse, pardon, un cadre de réponse du mémoire technique. Et donc ça veut dire que on n'est plus c'est plus nécessaire, enfin obligatoire de fournir un mémoire technique en bonne et due forme, mais plutôt de se concentrer sur ce qui est demandé en fait précisément par l'acheteur. Donc ça lui permet lui d'avoir un cadre de réponse, enfin d'avoir oui, d'être presque certain que euh, le candidat va répondre aux questions auxquelles il souhaite obtenir une réponse, et ça va être aussi pour lui plus facile d'examiner du fait que tout le monde va répondre de la même manière. Il n'aura pas à chercher dans le mémoire technique les informations. Voilà, elles sont toutes regroupées au même endroit et sous une même forme, donc c'est plus pratique pour lui pour examiner l'ensemble des candidatures et établir sa note également. Alors là, par exemple, pour le lot 1, vous voyez, voilà, cadre à compléter. On le verra en détail plus tard, hein, mais voilà, il y a les principales questions à laquelle il souhaite une réponse et sur lequel il va vous noter. Donc là, en l'occurrence, il y a 2 thèmes. Donc puisqu'il est pas très grand, on va quand même en prendre connaissance de suite. L'attention du candidat est appelée sur la nécessité d'apporter un soin particulier à la production de ce document qui permet au maître d'ouvrage d'apprécier la valeur technique de l'offre. Ce document est à établir par l'opérateur économique sur le cadre proposé en exemple ou tout support choisi par l'opérateur économique pour justifier des dispositions que l'opérateur économique se propose d'adopter pour l'exécution du marché. Donc là, oui, effectivement, vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez l'insérer dans un autre document éventuellement. Pour établir ce document qui a valeur contractuelle, le candidat doit utiliser le cadre joint au dossier de consultation des entreprises. Les renseignements fournis doivent correspondre à chaque chapitre indiqué dans ce document et doivent être adaptés aux 10 chapitres. Pour tout document éventuellement fourni en complément des renseignements précisés par le candidat sur le cadre du mémoire justificatif, le document doit également faire référence de façon très explicite au chapitre auquel il se rapporte et être obligatoirement présenté comme tel en annexe du mémoire justificatif. Voilà, vous pouvez y joindre des documents ou des illustrations. Si le document n'utilise pas le cadre joint au DCE ou toute partie, il doit présenter son mémoire justificatif sous la forme d'un document unique, un cadre renseigné avec annexe éventuelle reprenant clairement tous les éléments indiqués ci-dessous. Ce document comprenant toute justification et observation de l'opérateur économique appliqué à l'objet du marché, au minimum il devra y être joint les documents ou renseignements suivants.
Donc on vous dit que vous pouvez faire répondre, utiliser ce document tel quel. Si pas, vous devez intégrer à votre mémoire technique obligatoirement les rubriques ici. Donc, il veut savoir qualité de l'organisation managériale et opérationnelle, modalité d'organisation des différentes missions, qualité de process de contrôle et de suivi des prestations permettant de garantir la bonne exécution du marché et d'assurer le respect des délais de prescription mentionnés au CCAP. Et ensuite, qualité des moyens techniques mis en œuvre, tenues et équipements selon les missions, moyens de communication, radio, moyens de reporting, permettant de garantir la bonne exécution du marché et d'assurer le respect des délais et de prescription mentionnés au CCTP. Donc voilà, vous devez, si vous voulez avoir tous vos points, répondre clairement et explicitement à ces points-là. Donc là, on a sinon un plan de la piscine pour pouvoir peut-être prévoir vos interventions, plan de situation. On a le DC1, donc ils mettent bien à disposition le document type avec sa notice d'explication, une petite note d'information sur le DUM. Voilà, l'avis, ici c'est aperçu. C'est l'aperçu de l'avis de publication. Et ici, DLRO, marché de service. Ouais. Bon, c'est une petite information complémentaire, mais rien d'important qui rappelle la date et puis le lien de la plateforme pour déposer votre réponse. Donc là, on va aussi peut-être juste regarder rapidement afin de vous faire une idée de ce qui vous attend et de si vous allez pouvoir vous positionner ou pas. On va aller voir les bordereaux de prix à renseigner. On aura peut-être un peu plus de détails sur les prestations. Et donc ici, coût horaire en journée, en semaine, le dimanche. Donc ça c'est classique hein, pour la sécurité. Donc là, c'est uniquement des coûts horaires. Donc rien d'exceptionnel. Ici, on vous demande pareil, des coûts horaires. Ok, rien de particulier. Et sur le deuxième lot, des coûts horaires. J'imagine que là, ça va être comme au premier lot. Voilà, vous avez un petit peu plus de détails ici. Pour les marchés de Noël, un maître chien plus 2 agents, un maître chien plus 2 agents, marché de Poitiers, la fête de la musique, et ici 2 ou 3 agents pour une dizaine de spectacles. Donc vous avez un petit peu plus d'éléments sur les prestations, mais en tout cas, vous voyez qu'il n'y a peut-être aucune demande qui pourrait vous faire reculer et ne pas répondre à cet appel d'offres. Des fois, on peut avoir des éléments importants qui apparaissent. Donc là, ici, on va continuer la lecture du règlement de consultation pour chercher les informations qui permettront de prendre notre décision. Voilà, ça on l'avait lu. Les pièces de l'offre, on avait vu. Ici, voilà, donc ici, l'attention des candidats est attirée sur l'obligation de produire tous les documents demandés dûment complétés. Les offres ne comportant pas tous les documents renseignés demandés pourront être rejetées. Donc, d'où l'utilité plus haut de numéroter nos pièces pour n'en oublier aucune.
Il est rappelé qu'une offre ne peut être prise en considération que si la signature y est jointe, le cas échéant, le pouvoir habilitant à engager l'entreprise, le non-respect de ces conditions peut constituer un motif d'élimination. Donc là, il nous avait bien indiqué s'il fallait signer ou pas. Donc il faudra bien faire attention lors de la remise des candidatures. Ici, les conditions d'envoi ou de remise des plis, donc avant la date et l'heure, ok, c'est logique. Transmission, donc par voie électronique, hein, il n'y a plus d'envoi enveloppe papier, ça c'était avant, sur le profil de l'acheteur. Donc on vous rappelle ici l'adresse l'adresse de la plateforme pour y répondre. Donc ça on peut la remettre en surbrillance parce que c'est aussi un élément qu'on pourrait avoir recherché rapidement. Le choix du mode de transmission est global et réversible. Le pli doit contenir 2 dossiers distincts, donc comme précédemment dit, hein, l'enveloppe offre et l'enveloppe candidature, donc respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de consultation. Donc là c'est ce qu'on a dit plus haut. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le pli sera considéré comme hors délai si le téléchargement se termine après la date et l'heure limite de réception des offres. Alors oui, là en fait, lorsque vous déposez votre offre, vous pouvez avoir des pièces, vous allez déposer des pièces qui seront plus ou moins lourdes, voilà, et qui prendront donc du coup plus ou moins de temps en téléchargement. Et donc on vous prévient que, voilà, attention, l'heure limite, par exemple, là je pense que c'était midi, vous devez avoir déposé votre offre complète, enfin toutes les pièces de votre dossier doivent être finies de télécharger. Ne pensez pas que si vous commencez le téléchargement des éléments de votre réponse à 11h55, voilà, que c'est la date de début de dépôt de l'offre qui va faire foi. Non, non, c'est vraiment la date de dépôt avec toutes les pièces déposées, voilà, vraiment la fin. Donc ne pas attendre vraiment la dernière minute. Moi, en général, je le fais quand même au moins 48 heures avant pour être certaine de pouvoir, d'avoir le temps euh, si jamais il y avait des soucis techniques. On n'est jamais à l'abri de soucis techniques. Le choix du mode de transmission est global et réversible. Oui, bon, le pli doit contenir les dossiers distincts, donc ça on l'avait dit. Chaque transmission, on vient de le lire. Si une nouvelle offre, oui, si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre précédente. Donc oui, si vous avez déposé votre offre, voilà, et puis donc par exemple 48 heures avant, et puis que le lendemain vous vous rendez compte ou vous pensez qu'il serait mieux de changer quelque chose, vous pouvez tout à fait modifier et redéposer donc du coup l'intégralité de votre offre, et ce sera donc le dernier dépôt qui sera pris en compte. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention copie de sauvegarde ainsi que le nom du candidat et identification de la procédure concernée. Et elle est ouverte dans les cas suivants: lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique, lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. Donc ça, personnellement, je ne le fais jamais, mais vous pouvez le faire. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'un souci technique de la part de l'acheteur. Enfin, c'est plus rare. Je pense qu'il devrait lui-même remédier à son souci parce que ça voudrait dire qu'il ne puisse pas ouvrir tous les plis. Mais on n'est pas à l'abri d'un souci technique. Donc je vous conseille aussi d'avoir un bon antivirus et d'être sûr qu'il est opérationnel afin de ne pas transmettre voilà, de ne pas transmettre des fichiers qui pourraient ne pas être ouverts
sous prétexte qu'il pourrait être infecté. Sachez que l'acheteur ne prendra aucun risque à ce niveau-là si euh, s'il y avait un fichier qui serait détecté comme malveillant, l'acheteur ne prend pas de risque d'infecter son système, son réseau, donc il n'ouvre tout simplement pas votre offre. Donc ça, effectivement, vous pouvez. Alors là, faut s'y prendre à l'avance, hein. Faut envoyer ben, pardon, se conformer aux exigences pour la copie de sauvegarde. Mais bon, ça c'est vous qui prenez la décision. Mais en général, il y a pas de souci, hein. En tout cas, c'est encore possible de le faire. Vous avez aussi les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis. Donc en général, c'est les formats pris en charge par les plateformes, hein, c'est classique, hein. Alors, en général, c'est oui, XLS pour les documents Excel, et puis souvent, moi, je mets en PDF, hein. Ça garantit que le document ne puisse pas être modifié même par mégarde, hein. C'est vrai que c'est facile de taper sur une touche par inattention lorsqu'on ouvre un document Word, etc. Donc moi j'envoie tout par PDF et Excel quand c'est demandé. Et d'ailleurs j'envoie toujours, moi, les bordereaux de prix, je les envoie toujours sous format Excel et sous format PDF. Comme ça, s'il y avait un souci, on a de quoi comparer. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation, donc là c'est clairement dit. Après, c'est pas toujours le cas. Donc là aussi, on reviendra un peu plus tard dans la formation. Il y aura une vidéo dédiée à ce qu'est la signature électronique et comment ça se passe. Donc là, puisqu'elle n'est pas exigée, on vous dit que la signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de la consultation, que la ville de Melun encourage toutefois le candidat à signer électroniquement les pièces de son offre. Après attribution, le candidat retenu ne disposant pas de signature électronique est informé que l'offre électronique sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge du candidat. Donc là, on vous dit que oui, c'est vrai que la signature électronique, c'est pas encore quelque chose de, de, de courant, de connu par les candidats, surtout quand ils se lancent, et que donc pour faciliter et obtenir le plus d'offres possible, la ville de Melun ne rend pas obligatoire cette signature électronique, mais que par contre, elle est quand même vivement encouragée, ne serait-ce que pour le candidat attributaire. Donc encore une fois ici, elle n'est pas obligatoire. Sachez tout de même que pour la plupart des appels d'offres, le dépôt avec la signature électronique n'est pas obligatoire, mais lorsque vous êtes attributaire, vous recevez une notification et vous devez signer les documents de manière électronique très très rapidement. En général, c'est sous 7 jours. Donc, il faut savoir tout de même que la signature, le certificat de signature électronique, si vous n'en possédez pas, c'est pas immédiat. Il faut que l'organisme qui vous délivre cela puisse vérifier votre identité. Donc, vous devez avoir un rendez-vous en face à face avec cet organisme. Et donc, cela, ça peut prendre quand même plusieurs jours. Donc, attention à ne pas manquer un marché parce qu'aussi, si vous ne répondez pas dans les délais impartis, sachez que l'appel d'offres peut être attribué à l'entreprise qui est arrivée juste après vous au niveau du classement et jugement des offres. Donc ce serait bête de passer à côté du marché pour juste un certificat de signature électronique, mais ça, on en reparlera plus en détail dans la vidéo qui sera consacrée. Donc attention, les plis sont hors délai si leur téléchargement se termine après la date et heure limite. Seule la bonne fin de transmission d'un dossier complet générera l'accusé de réception valant attestation de dépôt. Donc ça aussi, gardez bien une trace de ce mail, ou même certaines plateformes
vous donne accès à une copie de sauvegarde électronique, donc bien conserver cela en cas de litige. Prenez vos dispositions en fonction de la taille de vos plis, de la vitesse de votre connexion, etc., etc. Rematérialisation. Le soumissionnaire ne disposant pas de signature électronique s'engage notamment dans le cas où son offre est retenue à accepter la rematérialisation conforme sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur contractuelle. À ce titre, il s'engage à ne procéder à la moindre modification de ceux-ci et les renvoie à la personne publique sous cette forme. Donc là, bien conserver une copie, le dossier, même oui, une copie de l'intégralité de ce que vous envoyez sur la plateforme pour pouvoir effectivement, si vous êtes sélectionné, pouvoir transmettre intégralement les documents à imprimer ici à la personne dont on vous communiquera les coordonnées. L'ensemble des décisions du marché, rejet, attribution, notification, se fera par l'intermédiaire du profil acheteur. Donc, entendez par là la plateforme sur laquelle vous allez déposer votre offre et sur laquelle aussi vous avez téléchargé le dossier de consultation. D'où la nécessité de, lorsque votre décision de répondre à cet appel d'offres sera prise, de retélécharger le dossier complet en mode identifié. Donc en vous inscrivant et en vous connectant sur cette plateforme pour pouvoir avoir enfin, l'ensemble des décisions, hein, comme dit, rejet, attribution, notification, mais aussi les notifications des questions-réponses éventuellement faites par la concurrence. Transmission sous support papier. Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. Si vous transmettez une offre papier, l'offre sera déclarée irrégulière. La ville de Melun se laisse dans les conditions la possibilité de demander sa régularisation qui, en tout état de cause, devra être faite de façon dématérialisée. Bon, moi, personnellement, je ne prendrai pas le risque. Examen des candidatures et des offres. Alors, ici, comment ils vont clairement prendre leur décision et sélectionner le candidat. Donc, avant de procéder à l'examen des candidatures, il s'apparaît que les pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes. Le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 8 jours. Donc s'il se rend compte qu'il a oublié de demander quelque chose, vous pouvez être consulté. Donc après, il faut bien faire attention à votre boîte mail, de produire des pièces supplémentaires dans un délai de 8 jours. Les candidats conformes et recevables seront examinés à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. L'attribution des marchés. Le jugement des offres sera effectué sous conditions prévues au code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourrait être régularisée pendant la négociation et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. Donc là, il y aura déjà un premier tri de fait et apparemment ils ouvrent à négociation. Donc il y aura la possibilité de négocier l'offre. Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante. Donc, on vous dit que vous allez être jugé à 60% sur le prix de votre prestation et 40% sur votre valeur technique. La règle de notation des critères est la suivante. Donc, prix des prestations évaluées à partir du DQE, le document qui est joint, sera pris en compte pour 60%. Mais alors après, il y a des pondérations. On vous explique ici les règles de calcul. Et ici, on vous explique la même chose
pour la valeur technique. On vous donne ici les coefficients qui seront attribués aux notes, donc notamment celles portant sur le mémoire technique. Et on retrouve ici les 2 questions qui étaient posées dans le cadre de réponse. Donc on attribuera beaucoup plus d'importance ici sur la première partie. Et qu'ici, la note finale sera voilà, déterminée comme suit, comme indiqué, sur, voilà, par rapport à ce que vous proposerez, votre proposition tarifaire et votre proposition technique. Donc ça, voilà, c'est important de faire comme on vient de faire, de déterminer vraiment ce qui est à développer et ce qui sera prioritaire pour eux. Donc en l'occurrence, pardon. Donc là, c'est les 2 questions qu'on a retrouvées. Voilà, il faudra bien prendre soin de bien y répondre. Et ici, de quand même bien développer la première partie qui vous permettra d'obtenir le plus de points. Après, il ne faut pas non plus négliger la seconde. Alors, la suite à donner à la consultation. Donc, après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats. Donc là, du coup, c'est clairement écrit négociation les 3 premiers. À l'issue de l'analyse et des offres avant négociation. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Bon. Les candidats admis à négocier sont invités par écrit. Oui, alors peut-être que si effectivement il y a un candidat qui se démarque, enfin voilà, dans les 3 premiers, mais le premier se démarque vraiment beaucoup des autres, il y aura certainement pas de négociation, ou alors que vraiment enfin, l'offre correspond en tout point à leurs exigences et leurs souhaits initiaux, voilà, peut-être que ce sera attribué sans négociation. Les candidats admis à négocier sont invités par écrit, donc toujours par message sur la plateforme, donc d'où l'importance de bien se référencer et de bien regarder sa boîte mail, à remettre leur nouvelle offre écrite. La lettre de négociation adressée au candidat précise sur quel point porte la négociation, les modalités de réponse, comment vous allez transmettre votre négociation, la date et l'heure limite fixée pour la remise de la nouvelle offre. Oui, alors effectivement, les négociations, ça va pas être un rendez-vous physique avec l'acheteur. Vous allez devoir retravailler votre offre sur les points précis mentionnés et refaire en fait un dépôt comme vous l'avez fait initialement. Voilà, mais qui s'appellera négociation. L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats, attestations, etc. du Code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. Donc effectivement, il sera possible ici sous un délai de 10 jours que l'acheteur vous demande des éléments complémentaires. Souvent, quand c'est pas demandé dès le départ, ça peut être les attestations d'assurance, etc. Extrait cabis, vraiment des choses courantes. Mais il profitera de ce laps de temps pour vous demander les informations complémentaires dont il a besoin pour la procédure. Procédure infructueuse. Alors, il peut arriver que voilà, l'acheteur ne trouve pas son bonheur parmi les candidats ou que même aucune offre n'ait été déposée, ça peut arriver. Et donc là, dans ce cas, il nous précise qu'il pourrait
Euh, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de faire un marché public sans publicité ni mise en concurrence et que dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur choisira librement la société avec laquelle il souhaite négocier afin de pouvoir attribuer le marché. Donc là, il choisirait librement l'entreprise, mais que si l'une des démarches devait être engagée, les conditions initiales du marché ne devront toutefois pas être substantiellement être modifiées. Donc voilà, et ce sera quand même le même, les mêmes documents, les mêmes engagements, etc. Alors ensuite, vous avez ici les renseignements supplémentaires, hein, donc ça c'est un rappel, l'adresse de l'acheteur, la plateforme. On nous dit que vous pouvez avoir des questions et que les candidats transmettent impérativement leurs demandes par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur. Donc c'est ce que j'appelle moi la fonction question-réponse, hein, disponible sur la plateforme. On ira voir ça un petit peu plus tard. Et que vous avez jusqu'à 10 jours avant la date limite de réception des offres pour poser toutes vos questions. Donc à partir ici en l'occurrence du 2 avril, ce sera trop tard pour poser votre question. Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou ayant téléchargé après identification, donc 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Donc vous savez que maximum le 6 avril, vous aurez réponse à toutes vos questions, mais sachez quand même, rassurez-vous, en général c'est très très rapide. Les réponses, on les a dans la journée si c'est pas dans l'heure. Voilà. Ensuite ici vous avez procédure de recours. Voilà, en cas de litige. L'adresse du tribunal compétent et l'adresse ici, organe chargé de procédure de médiation. Ça, je n'ai jamais eu à m'en servir. Donc voilà, on a fait le tour du règlement de consultation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à explorer les cahiers de charges, cahiers des charges, pardon, donc le technique et l'administratif, pour vraiment lever tous les points qui pourraient qui pourraient nous faire rebrousser chemin et ne pas candidater. Donc, on va aller juste vérifier que tout nous semble correct et que ça ne va pas nous poser de problème pour pouvoir prendre notre décision de se positionner. À tout de suite.